Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez particulier. Pour en parler, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. J'ai avec moi Coach Z, Lan et Michel. Comment ça va? Ça va bien, ça? Ça va très bien. En fait, moi, j'aimerais déjà mentionner pour une première, et j'espère que ça ne sera pas une dernière, on a comme analyste plus de femmes que d'hommes. Et un, j'aimerais vous applaudir. Merci, mesdames, d'avoir accepté. Et deux, je demande, et là, je vais faire comme un... C'est mon opening statement. C'est mon cri du cœur. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes analystes qui viennent sur le plateau du Ben Wagen Show. Sure. Donc, si vous aimez le sport, si vous aimez débattre, n'hésitez pas à me contacter. On veut qu'il y ait plus de femmes sur le Ben Wagen Show. Donc, merci, mesdames, d'être venues. Et je vous ai invité parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet très particulier, et c'est les blessures graves dans le monde du sport. Et de quelle façon je veux en parler? Je veux qu'on en parle d'une façon à ce qu'on puisse essayer de comprendre c'est quoi l'impact psychologique qu'une blessure peut avoir chez un athlète. Parce qu'on focalise souvent sur l'impact physique. OK, he's out for the game pendant 2-3 matchs, 2-3 semaines. Mais on oublie que derrière la blessure corporelle, mais il y a un humain qui vit. Ah oui. Et souvent, mais il peut avoir des blessures super graves. Et c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur ces joueurs-là? Je donne un exemple. Tout le monde connaît l'exemple de Derrick Rose, qui a une énorme blessure dans sa carrière. Ouais. Paul George, qui a eu une énorme blessure au tibia. USA Team. Yep. À USA Team. On en parle un peu moins des fois, mais on l'oublie, mais Sakou Koivu qui a quand même dû combattre un cancer et qui c'est quand même quelque chose dans sa carrière. Gordon Howard, récemment, l'année dernière, qui a eu des grosses blessures. Donc, des joueurs professionnels qui atteignent le plus haut niveau du sport, mais on ne parle pas de l'impact que ça peut avoir sur eux. Et Lan, je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que tu es psychologue sportif. Oui. Et avant de nous donner justement ces explications de comment ces joueurs-là font pour get back on top shape, est-ce que tu peux nous parler de ta clinique? Où est ta clinique? Comment on peut te contacter? Que fais-tu dans ta clinique? Oui, bien sûr, je vais vous l'expliquer. Dans le fond, moi, je travaille à mon compte. Puis je suis consultante en préparation mentale. OK. Je suis pas à un bureau spécifique. Je me promène un peu partout. Fait que dans le fond, j'accepte encore les nouveaux clients pour ceux qui sont intéressés. Puis c'est de tous les niveaux, tous les sports. Puis c'est pas mal ça. Super. Ben alors, je pense que tu es une des meilleures qualités pour nous dire qu'est-ce qui se passe nécessairement. Et c'est la première question que je pose, puis après, vous allez pouvoir continuer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand il a une grave blessure et qu'il apprend que, OK, ça se peut que ça soit un career-ending injury? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? C'est difficile à dire parce que c'est des cas individuels, bien sûr, mais la considération la plus importante, c'est en termes d'identité. Okay. Quand tu es un athlète qui s'est rendu à la NBA, ça fait des années que tu joues au basket. Ça fait des années que tu t'identifies en tant qu'un joueur de basket. Puis, surtout rendu à ce point-là, ben, ta réputation, c'est ça. Tu es un joueur de basket, tu es à la télé, puis un role model pour tout le monde. Puis c'est de comprendre ou d'essayer d'imaginer une vie sans ça. Ouais. Même si tu prends ta retraite ou tu finis ta carrière et tu continues un peu dans le monde du basket, tu ne seras plus la même personne. Puis c'est ça le plus gros élément, je pense, pour les athlètes. Je te dirais même à n'importe quel niveau. C'est que tu t'associes tellement avec ce statut d'athlète-là que quand tu n'es plus là, soit en pratique ou avec l'équipe ou en train de t'entraîner, tout ça, c'est une partie de toi qui n'existe plus un peu. Oui, puis c'est de trouver comment tu peux le remplacer, de refaire une recherche intérieure, beaucoup de réflexion de soi pour savoir ta valeur, ton estime. C'est sûr que ça a un impact, la confiance. Je suis bon à quoi, moi? Qu'est-ce que je peux faire plus tard? Tout ça, questionnement. Est-ce que, je te relance, mais c'est quoi les stratégies que parfois tu vas utiliser pour aider ce genre d'athlète-là quand ça arrive? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu utilises ou c'est quoi ton approche, en fait, avec eux? Oui, bien, bonne question. La première approche, comme je dis, c'est beaucoup de la recherche de soi.
Fait que c'est pas des stratégies comme Band-Aid, que j'appelle que tu donnes une stratégie, puis là, OK, ça va bien aller pendant quelques jours. Il faut vraiment faire une grosse recherche. Fait que c'est un peu plus, ça ressemble un peu plus à de la thérapie dans ce cas-là. Beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Je vais vraiment pousser mes athlètes à se poser les questions difficiles rendues à ce moment-là. Là, on parle de career ending, mais même si c'est une blessure sérieuse pour long terme, c'est quand même des choses qu'il faut que tu réfléchisses. Puis ça, c'est la base. Okay. Dès que tout ça est fait, là, on commence à construire un peu la confiance, la motivation, puis tout ça, garder un support social. Ça va être les stratégies plus tard, mais au début, c'est vraiment beaucoup de questionnements. Et je suis très content, en fait, que vous soyez là parce que, Michel, toi, tu es athletic therapist, important de mentionner une thérapeute athlétique. Yes. Et coach Z, tu es un coach. Donc, vous êtes souvent en relation, les trois, en discussion. Donc, exactement. Comment vous discutez entre vous? C'est quoi cette relation-là? En tant que coach, c'est quoi l'information ou l'attente que tu as envers the athletic therapist ou la psychologue sportive? Et vice-versa, c'est quoi l'attente que vous avez avec le coach? Parce qu'au final, on travaille pour l'athlète. On travaille pour l'athlète. Et parfois, c'est des athlètes étudiants. Et on va revenir dessus. Mais comment vous parlez entre vous? Comment vous discutez entre vous, Michel? C'est quoi les attentes que tu as envers le coach quand ça arrive? C'est vraiment que tout le monde est sur le même niveau. Everybody knows what's going on. Yes. Alors, s'il y a quelque chose pendant le traitement que l'athlète me dit, I tell them right away because they need to know what's happening. And it's also to make sure that the athlete knows, like, you're well surrounded. You can talk to any one of us. We're all on the same page. Everything is okay. Sometimes it doesn't always work out that way. Mais la plupart des fois, the connection that you have with the coach and the psych, is a good one, so everybody can get along. Everybody can really surround that athlete so that they know that they're protected. And it's really about that protection. 100%. Juste pour toucher ce que tu dis, c'est ça. Tu veux t'assurer que ton environnement est familial. OK, je comprends. Comme moi avec mes jeunes, une raison pourquoi mes jeunes, on est vraiment proches, c'est à cause qu'ils sont comme mes enfants. They're like my kids, you know? And I care about them. I care about their feelings. I care about the emotional aspect and the physical aspect also. And whenever, like I said, we all have to be on the same page. We have to understand what's going on because if we're not on the same page, we're only hurting not just ourselves, but we're hurting our environment. Yeah. You know what I mean? And it's I believe that it's very important as a coach to not only know what's going on, but to make sure that the information is well displayed. And we're talking about, like me, I'm a high school basketball coach, so it's even deeper because I have to deal with the parents. Exactly. You know what I mean? I got On aurait pu avoir exactement. I have to deal with the parents, which is something else, right? But which is very important, right? Because I believe, and I have a little bit of experience with it myself as an athlete, in which I was, and I broke my foot. And when I broke my foot like 3 years ago, and I was planning on going back, playing ball, trying out for the D-League, stuff like that, just to challenge myself, right? And I broke my foot, man, and I was out for 4 months, and I was like, I accepted the challenge. I was like, okay. But every day that I knew I did not even know how to walk, I didn't even know what to do. Exactly. I had nobody to talk to, right? I mean, I wish I would have known you at the time. But I'm just saying, comme, pour de vrai, j'avais personne, man. C'était vraiment moi-même. C'est juste toi. C'est ça le travail, c'est te reconnaître and trying to understand who you are and that sports it's part of life, man. Mais j'amène une mise en situation parce que c'est une mise en situation où les trois, vous allez devoir participer. C'est dans la situation où on a un athlète qui a une grave blessure ou bon, il est en réhabilitation, puis il est prêt à retourner au jeu, mais toi, tu sais qu'il n'est pas encore prêt. Même la psychologue, tu sais que la préparatrice mentale, tu sais que there's something fishy encore, il n'est pas encore prêt, but the coach, you need him. I need him, man. You need him. It's playoff time, it's game time, on a besoin. Qui a le dernier mot? Comment la discussion se passe? Et si vous êtes capable de donner des exemples, parce que là, vas-y là, si vous êtes capable de donner des exemples qui sont passés, pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir, OK, what's going on behind the scene dans le monde du sport. La réponse clé, c'est que cette conversation-là doit se passer au début de la saison. Oui. Oh, OK. Oui. On n'attend pas que ça arrive au match ou la veille du match pour avoir une conversation en staff. Ouais. Ça doit être entendu au début de la saison. Qui a le dernier mot? Est-ce qu'on est tous sur la même page? Est-ce que c'est le AT qui clear l'athlète pour y aller? Comment ça fonctionne? Ça, c'est l'important. Déjà en partant, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que last minute, il n'y a pas de bonne réponse.
n'y a pas de bonne réponse. Puis faut se rappeler que le bien-être de l'athlète, c'est en premier. Puis c'est pour ça que, comme elle disait, il faut que tout le monde soit sur la même page. Puis ça se passe au début de la saison. Fait que ça, c'est ma réponse. Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez déjà vécu? Moi, au bandwagon, j'adore débattre, but I love stories. Right? Donc, est-ce qu'il y a des exemples que vous avez déjà vécu de situations, sans nommer des noms ou en nommant des noms, why not, que tu as eu un conflit avec un coach and you had to step out parce que sinon, mais c'était la santé de l'athlète qui était en jeu? Oui. Je peux pas nommer les noms. It's not me. C'est pas toi. I've worked for many years at the national level with soccer. OK. And in different competitions, whether it's at World Cup or Para-Pan Am Games, like all these different big competitions that you have, there's some big injuries that happen. And in one situation, there was a guy who got into a really big injury. I didn't think that he was strong enough to go back. The coach wanted him to go back in. The coach overstepped what I said. I said that he wasn't going to go back in, and he put him in. And that guy ended up ruining his career. He's not completely ruined, but ruined his career. Damage, so it made it really difficult. And for that reason, I have a hard time working with that coach because, like you said, la conversation, tu dois l'avoir au début de la saison. Ouais. Puis si tu n'en as pas cette conversation, it's not going to function well when you come up to these big situations. So yeah, and I've had that situation in other cases with other teams, with other athletes, and I've always said, like, where I work right now at Dawson, everybody knows Michelle has the last word. Like, if Michelle says you're out, you're out. You're not in. The manager will back me up. The school will back me up because at the end of the day, that falls on me and my insurances. So I got to make sure that player is safe. So yeah, so I've had my share of situations. De certaines situations. Est-ce que, Coach, tu as déjà été dans une situation conflictuelle où tu croyais que ton athlète était prêt, tu disais qu'il était prêt, puis que l'athletic therapist te disait non? Est-ce que tu as déjà été dans ce genre de situation? C'est clair. Et je sais ce que la situation, j'étais dans un match, je me rappelle, I was in the game, and I forget, it was an important game, man, okay, in Laval. And one of my guys, he has a tear in his ACL. Till today, actually, he's still waiting to get the surgery. And so his knee pops in and pops out, okay? I never had that type of injury, but I understand the history of it. And but he could play. He's a baller, man. Yeah. And I wish I had him out, but anyways. So the situation was, I knew how he needed to play not to get hurt. Okay, so I kind of treated him like a D Rose, a Paul George. I don't need you to go to the rim and jump and get in between 15 guys and get hack. I don't need that. All right, you're not Shaq. I don't need that. I need you to just be able to pace yourself. All right, once you're tired or once you feel something, you need to advise me. All right, that's the relation that I have with avec ton joueur. Why? Because like I said, I've been a player before, and I feel like a coach is not just like a teacher or a parent. He's your coach, man. Like he wants the best out of you, and that's what I want for my kids. So we built that relationship over the course of the season to the point that once he feels something, or even if I see something that's not looking good, bro, you out automatic. I don't even care about this game. Like it's about your health. I'm trying to get you to Seja. I'm trying to get you to Dawson, to Vanier, to Montmorency. That's our goal. This is just high school basketball, man. You know, like I don't need you to kill yourself for this specific game. You know, because I always tell them, and it's a quote from Allen Iverson, like I play this game like it's my last. You know what I mean? But at the end of the day, yeah, you want to play like it's your last, but you want to protect yourself. At the end of the day, Exactement. Because I don't want it to be your last, but for sure you want to respect the game and understand. Like if you feel it's your body. So si toi tu me dis, like I said, I'm not in your field, specifically, of course, if I have you guys on my team, it would be much more easier, right? But for sure, like, c'est pour l'enfant de me dire, comme, yo, coach, like, you know what, coach, hey, how you feel at 100? I'm at 80. All right, so I'm going to treat you like you're at 80%, you know? Like, I'm keeping my eye on you. If I feel something is weird, or even there's nothing, I'm still going to cut your minutes. I'm still going to, we're winning by 20. Come to the bench, bro. Exactly. We're losing by 20, come to the bench. Je sais pas si tu voulais rajouter parce que je vais reprendre quelque chose qu'il a dit et je veux vous entendre parce que je trouve ça quand même intéressant.
c'est ton corps, you know your body. Mais là, ensuite, des fois, tu as la dualité, the body, the will, right? Et comment, et on va là avec toi, là, comment tu fais pour convaincre l'athlète, mais en même temps, on va dire que c'est pas un career ending, c'est une blessure grave. Comment tu fais pour convaincre l'athlète que non, tu n'es pas encore prêt? Puis que, essayer de le faire comprendre que non, 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 you have to listen to your body. Même si lui dit non, I'm ready, je peux y aller, give me the go. Ou, tu sais, c'est quoi que tu dis à cet athlète-là pour le faire comprendre que non, 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 il y a un processus à suivre? Ben, c'est ça qui est intéressant dans mon background, parce que j'ai étudié en athletic therapy aussi. Fait que j'ai un peu cet historique-là. Test, don't lie. OK. Hein, Michel? Fait que ça va être le travail de les AT. tu peux essayer de cheat, mais ton corps ne va pas mentir. Ouais. Fait que dans le fond, ça, c'est les AT qui vont faire ce test-là. Puis, mettons qu'il y a une communication entre moi et elle, que je sais que finalement, ça n'a pas bien été. Ou peu importe. Tu sais, à un moment donné, c'est difficile là, de donner une réponse comme ça, mais c'est de ramener l'athlète à la réalité. Je pense que, ben, un point, ça sort un petit peu de ta question, mais je voulais rajouter à ce que tu disais. C'est la culture du sport. OK. Oui. Ce que j'adore que tu fais avec tes athlètes, c'est que tu as une relation, tu sais, comme père-fils, parent-enfant avec tes athlètes qui sont vraiment à l'aise d'en parler. Mais il y en a plein d'athlètes qui ont peur de leur coach puis qui disent je ne vais pas dire que je suis blessée, je ne vais pas dire que j'ai mal parce que soit il va me laisser sur le banc toute la saison, soit je vais le décevoir ou tout ça. Puis il y a la culture du sport, puis moi je suis beaucoup dans le football, puis ça, tu sais, toughness, puis tout ça. Comme il y en a qui ont une idée que d'endurer la douleur, d'endurer les blessures, c'est une démonstration d'endurance, de résilience, etc. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'est super important pour les coachs et tout le monde, le supporting staff, de faire comprendre aux athlètes que non, c'est pas ça. C'est à un moment donné, ton corps a des limites, puis c'est pas grave. Là, genre, t'es mieux de prendre un peu de temps off que de te blesser plus gravement puis que ça dure plus longtemps. Fait que ça vient avec la culture, la mentalité, comment le coach est. Le coach, ça paraît pas, mais il projette beaucoup un énorme ça impact sur les athlètes. Alors, juste pour ajouter à ça, comme elle a dit, the test don't lie, mais aussi si je te mets dans une situation d'un match ou si je te demande de faire certains mouvements spécifiques à ton sport, that's how I know. OK. Like you're a soccer player, I'm going to get you to do some cutting. Try to do some cutting. You can't cut, you can't play. I'm going to get you to take a shot on the net. You can't take the shot, you can't play. Même chose. Alors, c'est vraiment important comme support staff qu'on les met dans les situations de leur sport. De match, juste pour qu'ils peuvent voir, OK, non, je ne peux pas faire ce mouvement-là. Je sais que je fais ce mouvement-là beaucoup plus vite quand je ne suis pas blessée. OK, je vais arrêter de pousser. Je rentre définitivement. Et, tu sais, je voulais pas nécessairement aller dans cet aspect-là, mais tu sais, si on peut juste l'effleurer un tout petit peu, parce qu'au final, je veux dire, les trois, on travaille pour l'athlète. Oui. OK? Les trois, on travaille pour l'athlète. Et et vu qu'on travaille les trois pour un athlète, mais à un moment donné, on développe une relation qui, des fois, va dépasser la simple relation athletic therapist ou psychologue avec l'athlète. Il y a tu sais, comme tu as dit, une relation père-fils ou whatever else. Et récemment, c'est sorti, tu sais, avec les blessures graves, avec la pression que les athlètes peuvent avoir, mais il y a un certain stress mental qui se crée. Et récemment, c'est sorti l'année dernière, je pense, avec DeMar DeRozan ou certains athlètes qui parlaient justement des problèmes de santé mentale qu'ils vivaient et tout. Et à quel point que, donc, durant leur carrière, puis c'est un tabou. Ouais. C'est un tabou, un peu comme tu as dit, on dirait que c'est un signe de faiblesse. Montrer que non, là, je vis des crises d'anxiété, il y a un stress, il y a beaucoup de pression. Exactement. Et là, je veux savoir, et vous pourrez les trois donner votre avis, comment vous abordez ces problèmes-là avec vos athlètes quand vous décelez certains signes? Parce que, vous n'êtes peut-être pas dans le domaine psychologique puis le domaine de santé mentale, fait que c'est sûr qu'il y a des informations, des notions qu'on n'a pas, mais des fois, on est tellement proche de quelqu'un que sometimes on décèle quelque chose. Et donc, comment vous abordez ça avec vos athlètes pour justement qu'ils puissent
prendre soin de leur santé mentale autant qu'ils prennent soin de leur corps? I'm gonna start, man. I'm not gonna use every example, but I'm dealing with it. I'm actually dealing with it on a daily basis, man. Like, like I said, the relationship I have with my kids, with my athletes is far and beyond, right? But I have a kid. I have this one kid, and he didn't graduate. He actually failed, right? Okay. And he wants to play ball. He wants to go to the next level. He wants to play college, cégep, right? And I'm like, okay, cool. Like, yo, you just gotta get to the gym. You gotta do this. You gotta sacrifice certain things in your life for yourself to be able to be more dedicated for you to achieve what you want to achieve, right? So it's all about knowing what's your vision. What is your vision? Okay, how can we get that vision going? But some of the kids, like I said, I work with high school kids, so it's like a whole different little game, right? Exactly. All they see is just one line in that scene, right? NBA, NHL, NBA, NFL. I'm like, yo, bro, like, just relax, right? but it's very important for them to understand, like, okay, basketball is part of your life, but you have a life still. There's a lot of things that's gonna come along. You don't tell me, like, oh, if I don't have basketball, I'm gonna die, or if I don't have basketball, I don't know what to do with my life. I'm gonna go back to the streets. Hey, man, there's so much things. What is your passion? Basketball, okay. But check, look at me, and I always use myself as an example because I've been there, right? And you see, like I work at a college, at a private high school, and a good reason why I work there and I have the job that I have is because of basketball, leadership, responsibilities, teamwork. You know, these things that I learned on the basketball court. Much more than in a classroom or with random people. These are the skills that came with my passion. So I'm trying to teach them, like, hey, bro, like, look, man, I understand your path. I understand where you're going. I've been through that. But you need to understand that you need to take one step at a time. Don't try to jump the ship. Ouais. Prends ton temps, woosah, relax, breathe, right? But they need to understand that because for them, it's just like basketball. And then Et c'est là que après, ça peut devenir... Ils se rajoutent cette pression-là, ces jeunes-là, parce qu'ils voient juste leur carrière basket, puis dès qu'il y a un élément perturbateur, ils perdent focus, puis ils se débalancent. Je veux juste ajouter sur une dernière chose. Like me, I was recruited at Concordia, for basketball in 2009. I was 18, right? And basketball. But I didn't understand that I had to go to university and I had to take classes and I had to do all this. I didn't understand that. If it wasn't for like small movies or like I didn't know because all I was focused on was basketball, and my career ended very shortly because I didn't understand that I need to take care of my life too. Basketball is part of my life, but that's 2 hours a day of my life. There's another 22, right? Depending on how much hours I want to sleep the day. But, you know what I mean? I still have to achieve other things. I need to learn how to balance myself. So that's why I try to make them understand, like, what's your vision? All right, you want to get there, but you need to do this, you need to do that, right? So leur montrer que le basketball est une partie du cercle, mais ce n'est pas tout le cercle. Il focalise aussi sur le reste du cercle pour c'est mental, c'est physique. Toi, Alan, comment tu vas l'aborder, justement, cet athlète que tu ressens? Et là, on parle d'un niveau secondaire, mais j'imagine des fois, au niveau professionnel, comme tu l'as sûrement vécu, c'est une autre approche que tu vas devoir avoir parfois avec tes athlètes. Moi, dans la situation spéciale dans laquelle je suis, c'est qu'à cause que je suis la consultante en préparation mentale, j'ai l'étiquette psychologie d'en face. Ça veut dire que les athlètes savent que si ils m'en parlent, je dois faire quelque chose. Okay. C'est pas comme... Ben oui, tu peux me le dire en confidence. Je suis pas obligée d'en parler à tout le monde, mais... Tu sais, c'est comme si tu sais que tu as quelque chose, puis là, tu veux pas le dire à ton docteur parce que tu le sais que le docteur va faire quelque chose. Ouais. Fait que ça se peut qu'il y en a qui cachent certaines choses ou qui le disent pas. Dans mon processus à moi professionnel, je dois faire un screening de mental health. Vu que je suis consultante en préparation mentale et non psychologue, je dois référer si je vois qu'il y a quelque chose plus loin que maladie mentale et tout ça, que ce soit dépression, anxiété, toutes ces affaires-là. J'ai certaines questions, des observations, tout ça à faire. Et si ça dépasse, je réfère. J'abandonne pas l'athlète, mais il faut qu'il y ait un spécialiste. Un spécialiste, Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est un peu plus particulier parce que dans mon domaine, il y a un protocole. Et toi, Michel, vu que justement, tu as aussi également une relation avec ces athlètes-là, quand tu décèles quelque chose, et même si ça t'est déjà arrivé, parle-nous-en, comment tu abordes ça avec l'athlète pour qu'il prenne soin de son côté psychologique aussi?
Ben, en fait, c'est drôle parce que I'm a new mother. And, Congrats. merci. Mais ça fait environ 10 ans, 11 ans que je travaille au Collège Dawson. All the athletes call me Mama Mish. Oh. Ever since the beginning. They're like, Mama Mish, Mama Mish. And I never got it. I used to get really aggravated with it because I'm like, I'm not a mom. Like, relax. I'm not your mom. Mais I see why they call me that. Because my approach with my athletes is that I'll always talk to them. I will always ask them how they're doing. I'll always ask what's going on at home, what's going on in school, what's going on with the team. When I'm treating people, it's not just the physical aspect. It has to incorporate the mental aspect as well. So in every single one of my treatments, I'm always touching base on the mental aspect. And as soon as I feel any type of trigger, and again, I was talking to Lan about this before, because we're not always really well prepared as therapists to deal with the mental aspect. Mais dès qu'il y a comme un red flag qui sort, right away, I refer. Okay. I refer right away. Because at that point, I realize that I've reached the scope of my practice and I can't help you anymore. I need to get you to see someone else. Puis, à cause que je travaille au Collège Dawson, puis il y a un énorme montant d'étudiants qui, maintenant, on a des problèmes mental health. It's insane the amount of cases that come It's up. a reality. It's a reality. Qu'on n'en parle pas, mais ça existe. Ça là. existe. C'est sûr que tous les professionnels qui travaillent à Dawson in the counseling department, they've seen an increase in the amount of students that come in with mental health. Alors, c'est quelque chose qu'on demande un peu plus souvent. On va vérifier pour ça, but we jump on it right away. And we let them know that, listen, it's okay to talk to us about this. It's okay to talk. Because if you don't talk, then There's no solution. there's no solution. Exactly. Rien va arriver. So again, I always use my own personal situation. I tell them, I've been to see a therapist. It helped me so much. This is what you can do about it. So sometimes you have to kind of come back down to their level and let them understand, like, I'm human just like you are. We have feelings, we have emotions, and that can be attributed to your injury. And then refer if we have to. But that's it's huge. It's huge. C'est un gros problème. It's an upcoming. Non, je vais même pas dire upcoming parce que je pense qu'il existe, ça fait C'était longtemps. toujours là. Puis qu'on n'en parlait pas. Et je suis content que je pense que justement des sorties publiques d'athlètes de haut niveau, DeMar DeRozan, Paul Gasol, je pense qu'il avait mentionné aussi. Kevin Love. Kevin Love, bon, excuse-moi, exactement, Kevin Love. Je pense que c'est super important, puis ça permet à ceux qui décident de le garder dans un niveau plus bas, puis qu'ils vivent parce qu'ils veulent se rendre au niveau plus haut, mais ils vont pouvoir aller en parler. Puis, tu sais, je veux mettre encore un accent sur tout ce que vous avez dit, puis je veux le dire même s'il y a des jeunes qui nous regardent, parce que je travaille beaucoup dans le monde scolaire, puis je pense que des fois, ces genres de problèmes-là commencent là. Mais c'est que c'était tellement pas géré que ça l'a augmenté, puis des fois, ensuite, ça va péter, ça va s'agrandir au niveau professionnel. Je pense que c'est correct d'en parler et tu démontres beaucoup plus de courage et de force quand t'en parles que quand tu le caches. You're tougher when you talk about your problems que quand tu le caches. Ouais. Parce que ça demande du courage oui. juste se confier à quelqu'un. Tu sais, c'est correct d'avoir une grande pression parce que tu veux succeed in life, tu veux réussir dans le sport dans lequel tu pratiques ou dans peu importe l'aspect dans lequel tu pratiques. Tu veux réussir, it's okay. Mais quand tu arrives à un point où tu n'es plus capable, tu sens que c'est trop pour toi, Tu t'exposes. find someone else. Yeah. Trouve quelqu'un. Ouais, And it's tough too. Sorry, I'm just gonna add in. It's like, and it's tough too to know that you have these people that are out there for you. It's not easy. Like me, I know me personally. I'm pretty sure there was somebody that was there, that could have been there for me. Mais tu réalises pas qu'il existait. Ouais, que- c'est ça. Même pas, je savais pas. C'est ça. Et tu voulais ajouter quoi pour terminer? Ouais, ben malheureusement, mon domaine, c'est encore super nouveau. On n'est pas aux États-Unis où est-ce que toutes les écoles ont des psychologues sportifs ou des consultants en préparation mentale. Fait que, malheureusement, tu sais, même à Dawson, aux universités, ils n'ont pas ça. Fait que même si tu cherchais, C'est même c'est pas difficile à trouver. Puis l'autre point que je vais dire, c'est que c'est ça, il ne faut pas attendre que ça explose. Il ne faut pas aussi penser que la pression, c'est quelque chose que tu dois porter. Il y a un juste milieu entre avoir de la pression puis performer de façon optimale. Il y a un juste milieu. C'est pas comme un ou l'autre. Je dois tout supporter cette souffrance pour pouvoir bien performer. Non, c'est pas deux choses qui viennent ensemble. Puis il y a des façons de gérer tout ça
à partir de jeunes jusqu'à... Et d'où la raison pourquoi il faut que ton travail soit plus connu. Je pense qu'il faut que les parents surtout soient au courant que ça existe des coachs en préparation mentale pour des athlètes. Ouais. Surtout que les parents, des fois, font partie du problème. Donc, en tout cas, ça, c'est un autre débat qu'on aura au Ben Wagen Show. Mais, guys, merci beaucoup pour cette émission. Ça a été vite. Je pense qu'on devrait faire un part 2 un moment donné. C'est clair. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les indiquer en bas. Allez nous liker dans notre page Instagram, le Ben Wagen Show, la page Facebook, le Ben Wagen Show, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen.